Chers petits observateurs, aujourd'hui nous allons nous poser la question avec Alexandre Guirao, ministre des voitures de collection de POA. Que faut-il savoir avant d'acheter une supercar? Alors, je nous souhaite à tous un jour d'avoir ce genre de questionnement philosophique, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire aujourd'hui avec une Aston Martin DB9. Bonjour Alexandre. Bonjour Renaud, ça va? Ça va bien? Super. Tu relis tes fiches religieusement. Ouais, c'est un beau bébé ça quand même. C'est un beau bébé, ouais. Écoute, je ne sais pas si dans ma vie je me poserai cette question, mais sait-on jamais? Qu'est-ce qu'on entend par supercar déjà? Oh, bon, supercar, c'est un peu galvaudé, hein, maintenant, ouais. On met un peu ça à toutes les sauces, mais bon, ça c'était des voitures qui, neuves, je crois, étaient vendues un peu plus de 200 000 €, donc on va dire, bon, on est dans un positionnement de prix qui est quand même assez exceptionnel, hein. C'est pratiquement le prix de 10 voitures moyennes du segment C, quoi, pour prendre une 308 ou une Mégane. Donc, elle est de quelle année celle-là? C'est une des dernières, un DB9. DB9 de la dernière génération, on va dire, avant que la DB9 arrête, c'est-à-dire c'est une voiture de 2014, et je crois que la DB9, les dernières, ont été construites en 2017. D'accord. Voilà. Gros V12 de 6 litres. Un gros V12 de 6 litres, un peu plus de 500 chevaux. Voilà, c'est aussi supercar par les prestations, par les performances, par la rareté, hein, tout simplement. Ouais. Et puis par le côté rêve, évocateur qu'on connaît tous de la marque Aston Martin, hein. C'est vrai que elle a une particularité, c'est qu'elle plaît aussi énormément aux femmes. Ouais, ça compte. Et ça, je peux le dire parce que je vois beaucoup de belles voitures, mais le regard de monsieur et de madame n'est pas toujours le même, mais alors sur les Aston, il y a encore une certaine unanimité, hein. C'est important parce que pour un achat dans le couple, pour la paix des ménages, ça peut vous aider à décider le moment venu. Donc déjà, mettez votre femme dans le coup. Ouais, voilà, ça marche assez bien. Moi j'ai une question naïve, mais on va rentrer dans le détail, mais je me dis que supercar c'est mieux construit, que c'est plus fiable, que c'est plus facile parce qu'on a mis beaucoup d'argent pour faire une super voiture. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, celle-là, c'est une voiture qui est bien faite. Une voiture qui est faite sérieusement parce que, bon, ce qu'il faut voir, c'est que une grande partie quand même de l'ingénierie de cette voiture, hein, c'est un peu anglo-allemand, quoi. Donc, la partie motorisation, la partie boîte de vitesse, c'est quand même plutôt allemand que anglais. Et puis le design et toute l'enveloppe de la voiture est superbe. Après, supercar aussi parce qu'on a des technologies et des équipements qui sont aussi hors du commun, notamment toute la structure de la voiture qui est en aluminium. D'accord. Je commencerai d'ailleurs par ce point-là, carrosserie et structure. Quand on achète ce type de voiture, il faut avoir en tête que ça ne se répare pas n'importe où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carrosserie aluminium s'est beaucoup développée, hein. Il y a eu des marques comme Audi qui ont commencé très tôt avec les premières Audi A8. Après, il y en a eu des éléments partiels chez Jaguar, chez BMW, chez Tesla, etc. Bon, là, c'est une voiture qui a une structure aluminium qui sont des éléments qui sont collés, hein. C'est du collage, en fait, les éléments d'aluminium. Et puis après, on a encore des panneaux de carrosserie également en aluminium. Donc c'est une voiture qui, en termes de réparation, le jour où on a un petit bobo ou quelque chose d'un petit peu plus grave, elle va devoir aller dans un atelier spécialisé parce qu'on ne peut pas travailler facilement dans le même atelier l'aluminium et l'acier pour des raisons de sécurité. Et puis parce qu'aussi, de par les techniques employées, alors sur les panneaux extérieurs, refaire des peintures, tout ça, ça se fait bien. Par contre, sur la structure, quand il faut retravailler sur un élément de structure de la voiture, du fait que c'est du collage, que c'est pas de la soudure, etc., c'est des techniques très nouvelles que les carrossiers ont commencé à apprendre depuis quelques années et sont encore en train, pour certains, d'apprendre et de se former, sachant que c'est des investissements très lourds en carrosserie pour travailler l'aluminium. Voilà. Il faut un garage agréé. Il faut un garage agréé. Ça va sans dire, mais j'imagine que c'est plus cher de réparer une carrosserie en aluminium qu'une carrosserie acier. Ouais, c'est plus cher effectivement du fait des investissements et des techniques de travail qui font que c'est séparé de l'acier, que c'est des ateliers spécialisés qui ont fait de gros investissements aussi en formation, en matériel, et donc forcément l'heure de travail est plus chère. Voilà. Donc on va examiner la robe de la voiture. Alors la question peinture n'est pas anodine parce que je ne sais pas si on le voit ici, mais Aston a vraiment des très beaux pailletés. Là on a un blanc nacré avec des paillettes légèrement rouges, légèrement bleues à l'intérieur, et ils ont vraiment fait sur leur voiture un très très beau travail de peinture. Ça veut dire aussi que si on se rend compte sur une Aston que entre par exemple une aile et puis une porte, on a une légère différence de teinte,
mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a forcément un des deux éléments qui a déjà été repeint. Ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut avoir eu une porte qui a eu une rayure ou qui a eu un petit poc et on l'a faite. Mais si le carrossier qui l'a fait a pas réussi exactement à sortir la teinte, c'est un petit peu dommage parce que bon, une fois de plus, on est sur des très belles voitures, donc on a envie que tous les détails soient beaux. Donc on va regarder beaucoup s'il y a des nuances. On les voit des fois mieux aussi en photo numérique qu'à l'œil nu, les nuances, parce que les appareils ou les téléphones sont très sensibles. Donc ça peut aider des fois de faire des photos sous différents angles de la voiture et de les regarder après sur grand écran pour voir si à l'œil on détecte des nuances, notamment dans des couleurs comme le gris par exemple. Voilà. Donc c'est une très belle voiture, il faut être exigeant, il ne faut pas être dans l'approximation. Après, sur la partie... tu as une question peut-être? Oui, non, mais tu parles souvent des alignements, on en avait parlé dans une autre vidéo. Toi-même, tu mesures parfois, tu l'as pas dit l'autre fois, mais carrément, tu as même un petit appareil pour mesurer. Il y a des petits appareils qu'on peut acheter qui permettent de mesurer l'épaisseur en fait, des couches de laque et de vernis jusqu'à la tôle, ce qui marche aussi bien sur les métaux ferreux que non ferreux, donc ça va mesurer sur l'aluminium. Ça va vous donner une épaisseur en microns, sachant qu'une peinture usine est en général une peinture qui va varier selon les éléments et l'usure de la peinture entre 90 et autour de 200-250 microns. Il y a des éléments qui sont plus protégés, donc qui sont un peu plus épais, il y en a qui sont plus fins. Si la peinture a déjà été lustrée, etc., on va perdre un petit peu d'épaisseur. Par contre, quand on est dans une peinture qui commence à aller au-dessus des 250-300 microns, c'est forcément une peinture qui a déjà été soit revernie, soit même repeinte, et quand on arrive au-dessus des 500 microns, en général, c'est soit qu'il y a eu un petit peu d'après pour rectifier un POC ou quelque chose en dessous, soit qu'on est sur des peintures de restauration sur des voitures anciennes, sur lesquelles, là, effectivement, on a mis à nu la tôle et on a corrigé toutes les imperfections. Donc, on a des peintures un petit peu plus épaisses. Voilà. Et tu m'avais dit aussi que tu mesurais les écarts avec autre appareil. Voilà, c'est ça qui m'avait bluffé. Bon, ça, c'est pas tant... c'est plus avec des cales, mais si on veut effectivement mesurer les jeux et les affleurements, donc les jeux, c'est les écarts entre deux éléments. Les affleurements, c'est la planéité, ici, la continuité. Ça, on le voit très bien à la main. Moi, je suis très tactile sur ces autos. On va voir une voiture, ça se caresse. Ça paraît idiot, mais c'est très important. C'est comme ça qu'ils font en usine, en contrôle qualité aussi, pour des fois détecter des choses qu'on ne voit pas toujours avec des appareils. Donc, par exemple, si vous avez une portière qui est alignée ici, qui est bien plane en affleurement, mais qui en bas est déportée vers l'extérieur, vous pouvez être sûr qu'il y a eu un choc latéral, c'est-à-dire que la partie en dessous est légèrement rentrée, est légèrement cintrée, et donc la portière ferme plus complètement. Bon, voilà. Après, c'est des voitures modernes sur lesquelles c'est déjà très bien fait en sortie d'usine. Bon, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, quand on est sur des voitures plus anciennes. Mais là, on peut être assez exigeant. Les alignements des joncs chromés, les alignements, pareil, des pare-chocs, des optiques, etc. Les pare-chocs, c'est de la synthèse, ça, ou c'est de l'alu, ça? Non, ça c'est du composite. Ouais. Voilà. Alors après, la structure de la voiture, elle est très difficile à voir parce qu'elle est cachée. Le peu qu'on va en voir, éventuellement, pour illustrer ici sur le compartiment moteur. Tirer, c'est ça. Voilà, tirer, mais il n'y a aucune voiture au monde qui utilise ce système-là. Tirer ça, en fait. Ah, voilà. Ouais, ça articule. Ouais, tout à l'heure, je t'ai entendu, tu as dit, mais en fait, il faut tirer. C'est pas intuitif. Bon alors, donc, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Tu me parlais de la structure et de l'aluminium. La structure, on la voit pas beaucoup, mais on voit un petit peu sur les côtés. Ça, ici. c'est de l'alu, voilà. ça. On voit un petit peu les montants qui repartent ici. Ceux qui sont pas peints, là, voilà. c'est ça. Ouais, qui sont pas peints. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le subframe, quoi, le faux châssis de la voiture. Donc tous ces éléments-là, bon, sont pas faciles à voir. Là aussi, ce qu'on va chercher, c'est si jamais on trouve des traces de découpe ou de soudure ou de choses qui n'ont pas lieu d'être. D'usine, c'est très propre, c'est très lisse. Voilà, il y a rien à signaler, je dirais. Bon, si on a un truc anormal,
il faut se poser des questions. Là, on va pas pouvoir filmer sous la voiture parce que c'est extrêmement bas, mais on va regarder sous la voiture. Alors c'est pareil, ces voitures qui ont déjà beaucoup de panneaux et qui sont très protégées. Donc si on veut vraiment voir, il faut regarder en biais ou les démonter. On va regarder tous les éléments de suspension, on va regarder si c'est propre, si ça n'a pas été déjà démonté. On va regarder des fois sur la visserie si on a les petits repères de couleurs qui mettent en usine et si ça n'a jamais été démonté ou si ça a déjà été démonté. Est-ce qu'on a des factures qui expliquent pourquoi on a déjà démonté des suspensions, par exemple. Voilà. Donc on va traquer les petits indices en fait qu'on peuvent nous donner une information éventuellement sur un parcours chaotique. C'est un boulot d'enquêteur, un travail de détective. Ouais, c'est un boulot de détective là. Ah oui, parce qu'en fait, quand vous l'achetez, un vendeur déjà ne connaît pas forcément toute l'histoire de la voiture. Ouais. Peut ne pas tout vous dire s'il connaît toutes les choses, que ce soit un professionnel ou un particulier. Donc, vous allez toujours être un peu quand même dans la vérification rationnelle et objective de ce que vous avez sous les yeux. En fait. Mais ça veut dire que c'est quand même plus dur avec les voitures modernes à cause des carénages, etc. d'arriver à savoir. Voilà. C'est un peu plus masqué. C'est plus difficile avec ce genre de voiture, pratiquement, qu'avec une voiture classique plus ancienne, parce que c'est très protégé, c'est très caché. Donc, on n'a pas visuellement, on n'a pas accès à tout. Et quand on inspecte une voiture, on ne peut pas passer 2 heures à démonter la voiture de la personne. Pour vous dire je la prends pas. Pour dire qu'on la prend pas, voilà, exactement. Donc, il y a quand même suffisamment d'indices possibles là-dessus. Il y a aussi les autres spécificités, comme on est un peu dans le chapitre supercar, qui sont des équipements qui sont maintenant communs sur ces voitures, mais pas encore sur les autres, notamment au niveau freinage. Donc, par exemple, ici, on a une voiture qui est équipée avec ce qu'on appelle des freins carbone céramique. Alors c'est assez extraordinaire pour plusieurs choses. D'abord ça a des performances de freinage à chaud qui sont très bonnes parce que les freins répondent très bien après beaucoup de freinage à la chaleur. Et les matériaux qui sont utilisés ne salissent presque pas la roue. C'est-à-dire on peut faire ça, on n'a pas le doigt noir de poussière, parce que ça pulvérise très peu de poussière par rapport aux freins classiques. Alors, la durée des disques est très longue. Je pense que c'est Porsche qui a le plus de retours d'expérience là-dessus, parce que ça fait déjà plusieurs années qu'ils le proposent en option depuis les 997. Chez Aston, j'ai pas d'informations précises, mais chez Porsche, un disque est supposé tenir pratiquement 200 000 km. Voilà. Donc il s'use extrêmement peu. Alors les plaquettes s'usent et se remplacent. Oui. Le problème, c'est la relative fragilité de ces disques, c'est-à-dire c'est des disques qui ne supporteront pas de prendre un coup, une percussion sur le côté. Ça veut dire que par exemple, quand on va faire un changement de plaquette sur ces disques-là, qu'on peut faire soi-même si on veut ou qu'on peut faire dans un garage, mais si on le fait faire dans n'importe quel garage, c'est pas difficile de changer des plaquettes sur une Aston, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur des disques composites, s'il prend ne serait-ce qu'un tournevis pour repousser ses pistons de frein et installer ses plaquettes, si par malchance il vient à rayer la surface du disque, qui est plus tendre que de l'acier finalement, il peut l'abîmer, et après ce disque peut être bon à mettre à la poubelle. Et le problème, c'est que le disque, un seul, coûte 3 800 €. Tu peux répéter un seul disque coûte 3 800 €. Hors taxe ou ouais, TTC. TTC. Bon, donc évidemment, ils sont 16 000 € si je change les cartes. Ils ont une très longue durée de vie. Normalement, on n'est pas supposé les changer avant très longtemps, sauf accident. Voilà, donc il faut être assez prudent avec ça. Bon, après, on a aussi une solution qui est de revenir à du freinage acier traditionnel, et un disque Brembo pour des B9 qu'on peut même trouver sur des sites de vente de pièces en ligne. Un disque coûte 90 €. Donc là, on revient dans un monde beaucoup plus normal. Voilà. Non, mais là, c'est même pas plus normal. Le ratio est gigantesque. Donc on ne dit pas à sa femme et on remet un disque normal et ça freine quand même. Oui, ça permet de partir en vacances et ça freine aussi très bien. Ça freine très bien. Bon, on a donné un bon tuyau. Après, toutes les pièces de détail vont être chères à remplacer. C'est-à-dire que parce que c'est spécifique. Par exemple, la grille ici, qui est en aluminium. Je regardais les tarifs hier. Si on doit remplacer cette grille parce qu'elle est impactée ou abîmée, c'est 800 € la grille quand même. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que s'il y a des détails qui ne vous plaisent pas et qui ne sont pas beaux sur la voiture, bien sûr vous trouverez les pièces, mais les tarifs sont assez élevés, même quand on passe par des distributeurs de pièces indépendants sans forcément rester dans le réseau officiel.
petite question, parce que moi je ne savais pas, tu as dit c'est anglo-allemand. Pourquoi c'est allemand le moteur En fait, c'est Ford Cosworth qui a développé le V12. Hein. Ouais. Donc le c'est V12, pas américain, Ford Cosworth? Il est plus sorti sur une voiture qui était avant celle-là, sur la DB7. Ouais. Voilà. Et non, c'est les équipes de Ford à Cologne, hein, principalement, qui ont travaillé sur ces moteurs-là. Qui est un très beau moteur. Hein. C'est une réussite. Il est ultra fiable, il est performant. C'est pas un moteur qui est très poussé. Hein. Ça fait 6 litres, 520 chevaux. C'est-à-dire que ça fait pas 100 chevaux au litre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, c'est pas plus poussé. C'est même moins poussé que certains petits moteurs turbo basse cylindrée qu'on a aujourd'hui dans des voitures de grande diffusion. Donc, il est plutôt. Le moteur n'est pas une source de soucis là-dessus. La boîte de vitesse non plus. L'étanchéité est bonne. Les composants périphériques ne posent pas de problème. Est-ce que ça veut dire qu'on peut l'acheter les yeux fermés ou il y a quand même des trucs à regarder? C'est globalement des voitures qui marchent bien et qui sont assez fiables. Les quelques petits ennuis qu'elles ont sont des choses, je dirais, satellites qui peuvent être... alors, ils ont eu pas mal de petits soucis au début avec la gestion par touche de la boîte de vitesse. Parce qu'en fait, donc la boîte de vitesse, c'est une boîte allemande aussi, c'est une boîte ZF automatique 6 vitesses qui équipe la plupart des voitures. Il y avait en option une boîte manuelle, mais qui est relativement rare. Ça met ta lumière pour que Julien l'éclaire. Mais effectivement, ils ont fait le choix d'avoir, on voit au tableau de bord PRND. Donc, je vais m'asseoir puisque tu voilà. C'est quand même magique. Je me souviens de l'avoir essayé une fois. Tu mets la lumière. Au lieu d'avoir une commande classique avec un levier. Donc on a une commande avec des boutons et bon, je sais qu'il y a eu quelques campagnes de rappel un peu sur la partie électrique, on va dire, de ces boutons, parce que parfois les personnes se retrouvaient avec une voiture qui n'obéissait pas et qui restait sur le parking. C'était un peu lent. Moi je me souviens ce qu'on reprochait, c'était le passage justement. Bon, il y a des palettes, hein, mais au-delà c'était un peu lent, non? Ouais, alors moi je suis pas fan non plus des boutons pour les gestions de boîte, parce qu'en fait je dirais qu'avec un bon vieux levier en boîte automatique on a l'impression d'aller plus vite. En fait c'est à la même vitesse, parce que techniquement la même boîte automatique ZF c'est une 6 HP, elle va exister chez d'autres constructeurs avec un levier, ça marche très bien. Mais bon, ça c'est un choix qu'ils avaient fait pour faire une console dégagée. Donc tu dis là, ils avaient des petits problèmes. Voilà, il y a eu quelques petites campagnes de rappel. Alors ça c'est aussi des choses à vérifier si elles ont été faites. Mais globalement, c'est pas des voitures à histoire. Il y en a qui ont des kilométrage assez important. Comment tu sais qu'il y avait des campagnes de rappel? On le sait en allant sur le site d'Aston? Oui, on le sait. Alors oui, Aston est très transparent là-dessus, et donc vous pouvez inscrire, on va dire, votre voiture avec le numéro VIN de la voiture, et vous pouvez voir d'ailleurs s'il y a des choses qui seraient encore à faire, qui n'auraient pas été faites. Et, à partir du moment où elle a été suivie dans le réseau et enregistrée. Mais même si elle n'a pas été enregistrée dans le réseau, de toute façon, eux, ils ont l'info qui est remontée si les rappels ont été faits par leur réseau. Après, les rappels n'ont pas été faits en dehors du réseau. Donc effectivement, si vous avez une voiture qui a jamais rien eu, ils vous disent tiens, il y a 3 campagnes qui n'ont pas été faites, ce serait bien effectivement de les faire. Voilà. D'accord. Donc sur l'intérieur, là, on a des très beaux cuirs. Ça c'est clair. Qui sont très doux. J'ai l'impression de voir la vache. J'entends le mule. Qui sont très réussis. Alors on va regarder. Souvent ce qui s'use un peu, c'est les bourrelets sur les côtés, parce qu'on rentre, on sort, on frotte. Voilà. Vous allez les voir usés sur la plupart des voitures, ce qui est assez normal parce qu'ils sont assez proéminents et on est assis bas, donc on frotte quand on rentre, quand on sort. Après, il y a des spécialistes aujourd'hui en detailing qui vont savoir très bien vous reteinter, vous remettre un vernis, vous faire un truc pratiquement on n'a pas besoin de mettre une nouvelle peau, on reteinte. Voilà, du moment que c'est pas trop déchiré, et même s'il y avait une petite déchirure, ils savent aujourd'hui vous remettre une petite pièce de cuir et un enduit, etc. Donc ça se refait très bien, je dirais, sans changer forcément le cuir si c'est pas des grosses réparations. Là où c'est des fois un peu décevant, c'est les parties qui sont collées sur les hautes planches de bord. Parfois vous avez des voitures où ça a commencé à se décoller, où les parties de cuir ici... Parce que ça c'est un cuir collé en fait, la couture est fictive en fait. C'est collé sur la casquette de la planche de bord. Là c'est pareil sur le côté passager. Donc des fois on voit des voitures où ça a vieilli. Alors c'est pareil, ça se fait bien, mais c'est un peu plus de travail. Il faut déposer le cluster d'instruments, il faut enlever ça,
ça, faut regainer ça. Et après, comme sur toute anglaise, les ciels de toit ne sont pas éternels, donc ça nous fait rigoler souvent avec les Jaguars. Bon, là, celui-là, il n'a pas encore de défaut. C'est de l'Alcantara, non? C'est beau, ça. Ouais, c'est de l'Alcantara, c'est très beau. Mais je peux vous dire que toutes les voitures qui ont plus de 10 ans, ils pochent. Ah ouais? Même là? Ouais. Donc là, bon, celle-là, elle n'a que 6 ans et une trentaine de milliers de kilomètres, donc elle est propre. Mais tôt ou tard, il va pocher. Le panneau se démonte très bien et on peut donner ça à un sellier simplement pour gratter la vieille poussière de colle et refaire un encollage avec une petite mousse et c'est reparti pour 10 ans. Ça a beau être une voiture de luxe, la tenue dans le temps des choses n'est pas éternelle. Ça, par exemple, c'est très décevant. Les aérateurs qui sont peints en gris métal. Non, mais même l'aérateur, voilà. il vend c'est n'importe quelle bagnole à ça. Non, mais on sait qu'Aston, ça reste une petite boîte, donc c'était obligé de prendre parfois des trucs sur l'étagère. C'est sûr. T'as des trucs vachement chiadés. La clé, tu vas nous la montrer. Je vais venir à côté. Attends. On a deux clés, dont la fameuse clé cristal, donc la clé cristal ici, voilà. Avec un petit cristal avec le logo Aston Martin à l'intérieur, qui vient dans un bel étui en cuir, voilà. Ouais. Donc la clé qui s'insère ici pour le démarrage. Elle clignote, je crois d'ailleurs. Voilà. Non ? Tac, ça met toutes les choses en route. Voilà. C'est beau. Bon, c'est très très joli. Ouais. C'est pas forcément le système le plus pratique au monde parce qu'en fait aujourd'hui on a les clés qu'on laisse dans la poche et on appuie juste sur le bouton. Donc là il faut réappuyer dessus. Des fois on l'engage pas bien, ça démarre pas du premier coup. Enfin bon, c'est joli. Voilà. Ça fait mon Dieu, parce que ça c'est le problème des technos. Ça c'est complètement. C'était déjà un peu ringard à l'époque leur écran, mais tout le multimédia il est complètement daté. On est d'accord. La télématique. Où est-ce que tu mets Accepto d'ailleurs? La télématique, elle a vécu. Elle a vécu. Vermapa? Non, c'est en espagnol, c'est pas le bon accent. Mais... Julien, il pleure là. Non, je suis curieux de voir en fait comment ça va. Là, les pictos, ça va. Non, mais, bien sûr qu'on n'achète pas la voiture pour ça, mais je veux dire, à partir du moment où on roule avec, si on avait, enfin bon, au final, il clip où son Waze, tu vois, c'est le problème de toutes ces. C'est sûr que ça. Je sais pas si tes clients, toi, t'en parles. Ça vieillit toujours. Non, mais bon, la plupart des clients sont pas trop attachés à ça et on fonctionne tous pareil. On va mettre un téléphone portable avec nos applications pour avoir quelque chose qui fonctionne, quoi. Alors, il y a des détails qui sont très beaux. Hein. Le combiné d'instruments est très beau avec du relief. Il va bien le filmer, mais remets la lumière. C'est vrai qu'il faut faire plaisir aux gens. Parce que une surface vraiment qui est très travaillée, qui est très fine. Il y a de beaux rendus, les matériaux, l'alcantara, le cuir, les petits détails qu'on a ici. On a des petits compartiments, là, les portes-gobelets ici, c'est des anses en cuir. Voilà, c'est quand même très joli. Ici, on a un petit espace en cuir pour mettre ses pièces de monnaie, si sa carte, ou sa carte de crédit. Voilà, là aussi, on a des jolies pièces avec de l'aluminium pour le rangement ici, avec encore une pièce ici qui bascule d'ailleurs, je crois. Voilà. On peut le mettre comme ça si on veut. Voilà. On l'a pas vu, mais on a les petits Twitter, la Banque Olufsen, là, qui sont magnifiques, qui sortent quand on démarre, qui sont très beaux. Bon, voilà, il y a donc ça c'est pas du fake en fait. Ma question c'est ça va, Non, c'est très bien fait, c'est très bien fait, voilà. Là, si on comparait par exemple à une 991 que je connais bien aussi, c'est sûr qu'il y a un saut de qualité énorme entre une 991 et une Aston. Ça reste malgré tout une voiture à laquelle on pardonne plein de choses, qui est très attachante mais qui est loin d'être parfaite dans les finitions et les détails, il faut être honnête. Les pros le savent, mais j'allais dire si on a des gens qui découvrent, voilà, c'est un vieux débat. Mais elle est cohérente sur ce qu'elle vous donne, c'est-à-dire d'abord elle est facile, elle est agréable à conduire, elle est très confortable, c'est une super GT pour faire de la route. Bon, elle est un peu encombrante et elle est un peu plus difficile sur petite route ou en ville parce que c'est un gros gabarit, surtout en largeur. Mais après, elle vous donne le côté unique et la rareté qu'une Porsche évidemment ne donnera pas, quoi. Donc bien fait ça. Pour le moment, je résume. J'ai regardé la peinture, j'ai regardé les freins, j'ai regardé les alignements, j'ai regardé l'habitacle. J'allais dire c'est du bon sens. On peut deviner en étant un peu pointilleux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le tour du proprio à regarder d'office? Après là, bon, bien sûr, on va regarder un petit peu son cursus. Alors, souvent, c'est assez frustrant parce que bon, c'est des voitures qui n'ont pas énormément de kilomètres, qui ont généralement un carnet d'entretien avec différents tampons Aston Martin.
on n'a pas toujours accès aux factures parce que c'est intéressant ça, oui, pourquoi? J'ai remarqué moi sur ces voitures-là, pour différentes raisons, parce que des fois les propriétaires, pour eux ça n'a pas spécialement d'intérêt de garder des factures, donc il y a le carnet, ils ont revendu la voiture à un professionnel qui l'a racheté, qui a juste le carnet. Des fois la voiture était immatriculée dans une société, les factures sont restées dans les tiroirs de la société. Voilà. Souvent achetées par des sociétés en première main, parce que c'est souvent des voitures qu'ont des personnes qui sont patrons de leurs entreprises, etc. Donc pour des raisons... ils ne peuvent pas récupérer les factures, elles appartiennent à la boîte. Alors ils pourraient faire des copies, mais ils n'en voient pas forcément toujours l'intérêt. Alors on les a pas. Quand on a des tampons de concessionnaires Aston, évidemment c'est rassurant. Ça ne dit pas toujours forcément ce qu'ils ont fait. Par exemple, moi j'aime bien commencer à savoir sur ces voitures quand elles vont sur leurs 10 ans, est-ce qu'on a fait la vidange de la boîte automatique, parce que y a eu un peu ordre et contre-ordre là-dessus, et chez les différents constructeurs qui ont utilisé les boîtes automatiques ZF. À une époque, au début, ZF et les constructeurs avaient tendance à dire, et c'est ce que disait Aston Martin, l'huile c'est pour la vie. Ce qui a fait sourire beaucoup les mécaniciens, parce qu'une huile c'est jamais pour la vie, même si elle est super synthétique, même si la boîte est super bien scellée, etc. Une huile avec toute la friction et la chaleur d'une boîte de vitesse, ça s'use. ZF aujourd'hui préconise au bout de 10 ans ou 160 000 km de vidanger. Ils sont revenus sur leur... C'est rare ça. Toutes les boîtes, qu'elles soient des 5 HP ou des 6 HP comme celle-là, toutes les boîtes sont à vidanger 10 ans, 160 000 km. Et peu d'Aston ont fait déjà 160 000 km, mais beaucoup déjà en 10 ans. C'est-à-dire que les premières DB9 sont arrivées, je crois, en 2003. Alors, puisqu'on est sur ce sujet, je t'avais posé la question sur la C6, vidanger une boîte, dis-moi si je me trompe, il y a une partie qu'on n'arrive jamais complètement à vidanger qui reste, je ne sais pas quoi, dans les convertisseurs. Voilà. Donc en fait, il faut vidanger plusieurs fois, la faire retourner, et il y a des techniques même d'aspiration. Développe un peu, parce que c'est des questions que j'ai vues souvent sur les forums. Moi, je ne suis pas technicien non plus sur les boîtes de vitesse, mais ce que je peux donner comme conseil à tous ceux qui veulent le savoir, vous allez sur le site officiel de ZF, qui est multilingue, et vous pourrez télécharger même les procédures de vidange et les donner à vos mécaniciens s'ils ont un doute. Et alors, sur ces boîtes auto qui ont les huiles ZF Long Life, donc longue durée, effectivement, pour sortir le maximum d'huile, ça se fait en plusieurs fois, c'est pas juste enlever le bouchon de vidange et attendre que tout tombe. Et surtout pour le remplissage, vous devez être en température, c'est-à-dire qu'il faut amener l'huile à une quarantaine de degrés, ils vous le disent dans la procédure, et après refaire bien le niveau précisément, parce que le niveau doit être très précis, il faut pas qu'il y en ait trop, il faut pas qu'il y en ait un peu en dessous non plus. Et c'est pour ça que ça enquiquine aussi des fois un petit peu les garages, c'est que c'est un peu plus long à faire qu'une vieille boîte de vitesse classique, comme sur d'autres voitures. Mais il n'y a rien de compliqué, on trouve les huiles sans problème, on trouve les filtres, il faut toujours changer le filtre aussi, ce qu'on appelle la crépine, et ça se fait bien. Donc faites-le sur vos Aston, faites-le si vous n'avez pas de preuve que ça a été fait. Je peux vous dire qu'ils l'auront pas forcément fait sur les tampons du carnet, et si vous n'avez pas une facture et qu'elle a déjà 10 ans... Ça coûte cher cette histoire-là ? Non, ça coûte pas très cher, c'est-à-dire là aussi pas besoin d'aller forcément chez un concessionnaire officiel, parce que déjà il y en a très peu, je crois qu'il n'y en a que 4 en France, donc après vous n'êtes pas forcément situé à côté. Donc vous pouvez aller chez un indépendant qui fait des belles voitures sportives. Normalement, il sait vidanger une boîte auto moderne. Voilà. Assurez-vous simplement qu'il le fasse dans les règles de l'art. Et ça va coûter autour de 400-500 € avec l'huile, le filtre et le temps de main d'œuvre. Voilà. Donc ça, cette histoire-là. On peut casser une boîte à ne pas la vidanger au bout de 10 ans. C'est ça le danger. On peut avoir une boîte où les rapports ne passent plus correctement et finit par éventuellement avoir des défauts mécaniques et des défauts plus importants qui vont nécessiter la dépose de la boîte. Donc ça, c'est pareil pour le pont arrière. Pont arrière, ça chauffe beaucoup avec un gros autobloquant, avec une voiture qui a énormément de couple à la roue. Les précaux d'Aston Martin, je crois que c'est un entretien sur 2, si je ne me trompe pas. Ah ouais, c'est pas tous les 10 ans. Ça, vous l'avez dans le carnet d'entretien. Donc là, on rigole pas, parce que c'est pareil, il y a très peu d'huile, il doit y avoir 2 litres d'huile. Donc un entretien sur 2, vous faites vidanger votre diff à l'arrière. Dans une vidéo, tu as expliqué, c'est très important de le faire. C'est une huile spécifique différentielle autobloquant. C'est pas beaucoup d'huile, mais il faut le faire. Pas beaucoup, mais il faut le faire. Quand on les vidange, souvent l'huile est bien noire et déjà bien fatiguée. Donc faites ça si vous n'avez pas de preuve que ça a été fait. C'est pas des grosses dépenses, et puis ça mènera la voiture beaucoup plus loin sans problème. Voilà. Après, vous allez pouvoir commander et trouver la plupart des pièces d'entretien courant chez les spécialistes en Angleterre. Si vous faites faire les travaux par un indépendant qui est un peu intimidé par l'aspect où je vais trouver
les pièces, sachant que bien sûr dans le réseau officiel vous allez les trouver aussi, mais avec une politique de tarif qui change un peu de l'ordinaire. Donc faites votre tour de marché, je dirais, avant d'acheter filtre à air, filtre à huile, bougies, etc. Voilà. D'accord. On a tout vu à ce stade, parce que tu l'as dit, on le dit à chaque fois dans les vidéos. On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. On peut pas tout savoir non plus. Ouais. C'est des belles voitures aujourd'hui. Moi, je dirais, allez-y si vous avez envie, parce que c'est vraiment des très belles voitures. Fondamentalement bien faites, faut pas en avoir peur et vous allez vous régaler. Enfin, moi, Donc on privilégie toujours une voiture qui, au-delà de son carnet, a ses factures où on sait ce qu'on a fait, si on peut l'avoir. C'est pas mal, hein, si on peut l'avoir. Ouais. Voilà. Bon, si on a que le carnet, les tampons, c'est déjà bien. Alors on peut aussi contacter les concessionnaires Aston Martin qui en général sont plutôt sérieux et sympas et vont éventuellement vous dire. Alors ils vous enverront pas les copies parce que c'est privé, mais ils pourront vous dire oui, on la connaît, oui, on l'a eu à tel kilométrage, le tampon est authentique, etc. Voilà. Donc, moi, je fais souvent ça avec JJR. Enfin, c'est quand on a un garage de confiance qui vous dit j'ai suivi la voiture, c'est bien. Ça vaut des factures, quoi. Oui, ça vaut des factures, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. On va se retrouver pour un prochain épisode de Que faut-il savoir avant d'acheter ? C'est passionnant. Je te dis à très vite. Merci. Au revoir.